S'il y a bien une chose que cette machine m'incite à faire, c'est à rouler comme un con avec. Regardez-moi ça! Regardez-moi ce truc! Ça faisait longtemps que j'avais pas chialé, tiens. Non mais je m'échauffe un peu parce que pour celle-là, va falloir que je sois prêt quand même. Ça va, elle arrive, calmez-vous, calmez-vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un essai très attendu. Oui, je sais, c'est une des motos que la plupart d'entre vous attendiez le plus depuis le début de l'année tout simplement. Il s'agit de la nouvelle Triumph Street Triple 765 RS, donc la version très haut de gamme. Il y a une Moto 2 édition mais elle est limitée en exemplaires, donc on la compte pas celle-là. Et je suis ravi de pouvoir vous amener cette machine puisque tout simplement une des motos les plus attendues de cette année, avec énormément de promesses, une machine qui était déjà plutôt bien positionnée dans sa catégorie jusque-là, je vais pas vous le cacher. Donc aujourd'hui, c'est nos amis de chez GB Motors 94 qu'on va remercier, qui sont du côté de Bonneuil, qui ont été adorables et nous ont donc prêté ce magnifique jouet. Ils l'ont reçu il y a même pas une semaine et ils nous l'ont mis à disposition tout un week-end pour que je puisse vous la tester et vous apporter mes impressions. Alors vous avez déjà eu pas mal de tests de la Street Triple qui ont été parus dans les jours et semaines précédentes avec la presse qui avait été invitée notamment en Espagne. Ça n'a pas été le cas de votre serviteur, mais ne vous inquiétez pas, ça finira par arriver un jour, je le sais. Et moi je vais vous apporter ma vision, parce que mes tests, ils sont pas comme les autres. Enfin, j'espère, et dans un bon sens en tout cas. Cette machine est super importante, parce que dans la catégorie des roadsters mid-size premium, on n'est pas ici sur ce que propose une MT-07 ou une Z650. C'est un cran au-dessus. C'est une des reines, voire peut-être la reine de la catégorie de façon quasi incontestée et absolue depuis son apparition en 2014, si je ne dis pas de bêtises, avec la 675. Et elle n'a cessé de se bonifier avec chaque année des nouveautés, des évolutions, tant dans son moteur, tant dans le châssis, tant dans l'électronique, pour maintenir ce truc au sommet de la chaîne alimentaire dans un marché qui est aujourd'hui extrêmement concurrentiel. Lorsque la Street Triple est apparue, il y a quelques années de cela, c'était sensiblement plus facile. Aujourd'hui, vous allez voir que les prétendantes et les concurrentes de cette moto, il y en a quelques-unes, mais néanmoins Triumph arrive avec des arguments extrêmement violents sur cette machine qu'on va passer en revue bien évidemment. C'est le début du tour statique et je me suis sali les mains pour faire cette intro, donc voilà, je fais des efforts pour vous quand même. On va commencer avec le look de la Titine qui est juste trop beau. Enfin moi en tout cas personnellement j'adore l'apparence de cette Street Triple, que ce soit la version R ou la RS. Elle a bénéficié cette année d'une petite refonte, d'un petit lifting. On voit notamment au niveau de l'optique que ça a un petit peu évolué. Elle est encore un peu plus accentuée, avec ces barres LED quand on l'allume qui sont vraiment sublimes. Et puis une machine tout en finesse, tout en sveltesse, ça ne se dit pas mais j'aime bien, qui caractérise finalement cette moto depuis sa sortie. Et la finition de chez Triumph qui est absolument irréprochable. La version RS par rapport à la R apporte notamment ces petits rétroviseurs en embout de guidon que je trouve géniaux. Pour l'avoir conduit déjà un petit peu la machine, je les trouve super bien. Il y a 3 couleurs et je vous avoue que celle-là, je l'aime bien. Ce gris avec les bandes orange, il est vraiment très chouette. Ma préférence va à la Candy Red, la rouge que je trouve vraiment très intense, mais il n'y a rien à dire. GB Motors ont fait poser, si je ne dis pas de bêtises, les petits patins protection ici Triumph qui sont très jolis, limite on se poserait la question, est-ce que ça fait pas partie de la moto à la base? Et pas de faute de goût, encore une fois, Triumph c'est la meilleure finition au monde. En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a même pas de débat sur le fait que Triumph fasse les motos les mieux finies de la production. Encore une fois, c'est un exercice de style dans lequel ils excellent particulièrement. Ils le démontrent ici avec cette machine qui est juste somptueuse à regarder. Et je pense qu'elle doit être aussi somptueuse à conduire sur le long terme, mais ça on en parlera un petit peu après. Alors, comme disait l'autre, maman, il faut qu'on parle. Maman ? Faut qu'on parle. On a un moteur ici dans cette machine, un sacré moulin, parce que cette moto est dotée donc d'un 3 cylindres en ligne. C'est une architecture qui est assez habituelle chez Triumph, c'est quelque chose auquel ils ont l'habitude de faire, mais ce 3 cylindres est aujourd'hui le quasi plus puissant de la production dans cette catégorie de moto. Il y en a un qui est au-dessus, mais sur une machine un peu particulière. On a sur cette moto 130 bourrins. Combien ? Déjà ça calme un petit peu tout le monde, 80 Nm de couple. Alors moi
Moi, je vous avoue qu'au début, je suis parti un petit peu circonspect, inquiet, dirons-nous, un peu douteux, parce que 130 chevaux dans 765 cm3, qui est la valeur de cylindrée de cette moto, je me suis dit, la machine, elle va tirer super creux en bas, il va vraiment falloir aller tout chercher en haut. Et en réalité, cette moto prend 235 km/h, ce qui me semble, pour 130 chevaux, une vitesse assez basse. Et moi, à mon avis, ce qui s'est passé, j'en ai pas eu la confirmation, je suis pas allé le chercher, mais je pense que la démultiplication de cette moto est extrêmement courte, parce que la couronne ici m'a l'air quand même assez gigantesque. Donc à mon avis, peut-être que Triumph a choisi d'aller sur une démule raccourcie pour donner plus de pêche à la moto au niveau de l'accélération et peut-être un petit peu moins de vitesse de pointe. J'ai envie de vous dire, qui sait qu'il y en a quelque chose à foutre? Certainement pas moi et certainement pas les personnes qui roulent en roadster de façon intelligente, parce que ça sert à rien de prendre plus de 200 km/h avec un roadster sur autoroute allemande, on parle pas de la légalité. Donc voilà, on gagne 10 chevaux sur cette machine par rapport à la R, la version standard, donc c'est plutôt appréciable. C'est pas non plus les valeurs d'écart qu'on a entre des Brutal 800 qui prennent 20 ou 30 chevaux de différence. Et j'ai hâte bien évidemment de vous donner mes impressions sur la moto en dynamique. À mon avis, on va pas s'embêter. Je pense que ça va être sympa. Dites-moi jusque là dans les commentaires, look, moteur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez plutôt les architectures 3 cylindres? Est-ce que vous êtes plutôt bi? Est-ce que vous êtes plutôt 4? Sachant que dans cette catégorie, en dehors de la Z900, des 4 cylindres en ligne, il n'y en a pas énormément. Et puis le look, bien évidemment, est-ce que vous êtes séduit par l'apparence de cette moto qui ne l'est pas? Bon, j'ai envie de dire qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ça peut exister. Au niveau du châssis, la Street Triple 765 RS se dote d'un châssis en aluminium. C'est pas un double longeron, c'est vraiment une structure que Triumph a mis en place avec une boucle arrière qui est moulée. Cette moto est connue pour avoir un châssis absolument redoutable. Les enseignements que tire la marque anglaise de sa participation en Moto 2 transparaissent dans la motorisation, mais aussi dans le châssis. C'est une machine qui à la base prenait beaucoup des éléments de la Daytona de l'époque, la sportive mid-size qui faisait vraiment des ravages, qui était extraordinaire. Et encore une fois ici, à mon avis, on va avoir un châssis extrêmement affûté sur une moto qui pèse 188 kg tout plein fait. Alors c'est particulier parce que sur l'ancienne version de la Street Triple, ils indiquaient 166 kg à sec, ce qui en faisait la plus légère ex aequo avec d'autres. Et je crois que là, elle a quand même dû prendre 1 ou 2 kilos parce que, à mon avis, il n'y a pas 20 kg de fluide dans la machine. Vous savez, l'essence, 1 litre d'essence pèse moins lourd que 1 litre d'eau. Donc on est à, je crois, 0,75 kg pour 1 litre d'essence. Donc quand bien même on remplirait l'intégralité de ce réservoir de 15 litres, qui en a perdu 2,4 par rapport à l'ancienne version, donc ça c'est un petit peu dommage, on va avoir un poids qui à mon avis est un petit peu plus élevé que l'ancienne, mais on gagne quand même des chevaux et potentiellement ça se verra pas du tout sur la route, ça il faudra vraiment le tester. La consommation est annoncée par Triumph à 5 litres 4, alors la machine étant en rodage actuellement, elle annonce des valeurs qui sont débiles, elle annonce un 7 litres au 100, je pense que c'est juste avant la première révision, la première vidange. À mon avis, on va avoir des valeurs qui vont s'effondrer parce que je vois pas comment la machine pourrait consommer autant. On le reconfirmera dans la partie dynamique, je verrai si c'est le cas ou pas, je réinitialiserai un trip vraiment pour me faire une idée. Mon avis, voilà, position de conduite, j'ai envie de poser mes fesses là-dessus, hop. Ah, c'est toujours sympa de s'installer sur une Triumph. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette position? Déjà, en termes de hauteur, je suis bien, mais la machine annonce quand même 836 mm en hauteur de selle, ce qui n'en fait pas la moto la plus basse de la production. Il y a des machines qui font 790 mm. Elle perd 4 mm en hauteur par rapport à l'ancienne Street Triple RS, qui était un petit peu plus haute. Et on a la possibilité d'avoir une selle basse en option. Alors, Victorien a insisté sur le fait que cette selle pouvait être la selle basse. Et je vous avoue que 836 mm, vu ma position, il se peut que GB Motors ait installé la version rabaissée de la selle. Parlons maintenant un petit peu du triangle, pas des Bermudes, mais de conduite. Ici, on doit aller chercher un petit peu le guidon vers l'avant. Donc tout de suite, on sent bien évidemment une position qui est sportive, ma bonne dame. On est ici pour faire un petit peu du sport. Mais il n'y a pas non plus une pression folle, que ce soit sur le dos ou sur les poignets. Il y en aura peut-être un tout petit peu plus sur les poignets, sur des freinages peut-être un petit peu plus brutaux. Avec les freins, ça mord un peu. Mais globalement, on est bien installé. Après, en ce qui concerne les jambes, elles sont un petit peu relevées. C'est un roadster sportif. Vous êtes ici dans une ambiance qui sent bon la poudre. Et je dirais que globalement, ça se fait quand même bien
au quotidien sans aucun problème cette machine-là. Hein. C'est pas une sportive, mais c'est une philosophie qui est quand même plus racing, plus radicale que une MT-07, une Z650, une Hornet qui était un poil plus sportive elle aussi. Là, on est vraiment sur un cran encore au-dessus. Et puis finalement, je dirais que la selle, elle est confortable moyen. Vive moyen le pharaon! Je dirais 5 sur 10 quoi, c'est une moyenne, c'est pas une moto sur laquelle vous allez faire 250 km en étant pompette, mais en même temps, vu la protection au vent, je vous conseille de faire quelques petits arrêts café, sinon vous allez vite avoir mal à la nuque, comme Serge. En ce qui concerne la partie cycle, là il y a quand même des choses assez sympas à dire. Sur cette moto, on est sur une fourche Showa BPF, un Big Piston Fork, fourche à gros piston. C'est du matériel de très bonne qualité qui est réglable dans tous les sens, hein, de 41 mm, donc c'est vraiment un des meilleurs éléments que vous puissiez trouver avant de rentrer dans le sacro-saint Öhlins, Nix30 et compagnie, qui équipe d'ailleurs la version Moto 2 hein, de cette machine en édition limitée, 765 exemplaires, et là on est plus sur des tarifs à 15-16 000 euros. Une fourche Nix30, ça vaut quand même dans les 2500-3000 balles, donc il faut quand même prendre ça en considération. Là déjà vous avez du top matos. À l'arrière vous avez un amortisseur STX40, si je dis pas de bêtises, c'est dur à dire, pareil, hein, ajustable dans tous les sens, donc c'est du très lourd. Au niveau du freinage, Triumph a passé le cap supérieur puisqu'ils ont mis du styléma s'il vous plaît hein, sur la moto, donc ça y est, elle n'est plus chahutée par les 890 Duke R qui elle aussi possédait du styléma mais l'avait inauguré avant elle. Là maintenant elle se met au diapason, la britannique, et je pense que ça va bien y aller hein, comme vous le savez peut-être déjà, les stylémas sont les meilleurs freins grand public qui existent au monde aujourd'hui, avec un petit mètre cylindre Brembo MCS, donc ça c'est très bien parce qu'on assure une excellente connexion entre le levier et le freinage hein. Quand vous avez un très bon mètre cylindre, ça aide à avoir plus de feeling, plus de précision par rapport à l'étrier. Il n'y a pas que l'étrier qui joue. Au niveau des pneus, on est monté en Pirelli Supercorsa SP V3, hein, donc c'est des pneus qui sont à profil extrêmement sportif. C'est peut-être les pneus les plus sportifs que vous puissiez acheter chez Pirelli dans une gamme routière, c'est-à-dire avant de rentrer sur du slick. Donc ça, c'est des pneus sur lesquels il faut faire attention. Vous voyez là le sol là qui est un peu mouillé, j'espère que ça va sécher avant que j'aille rouler avec, parce que sinon je vais pas trop m'exciter sur la moto. Mais c'est des pneus qui sont fantastiques, hein, vraiment, ça vous donne un grip phénoménal dès lors que les conditions sont à peu près correctes. C'est génialissime. Là déjà de base, vous avez quelque chose qui est lourd, vraiment. Vous avez une moto qui arrive avec des arguments en mode tranquille. Pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. On se calme, mais il y a la technologie hein, dont il faut parler. Alors, pas de keyless sur cette machine, je le regrette un petit peu. Ça aurait été chouette de proposer une petite option à 200-300 euros, hein, comme BMW le fait, pour se dessertir, se délester finalement de cette clé. Ça donne un aspect peut-être encore un petit peu plus moderne. Le tableau de bord, alors hein, il y a des confrères, qui ont parlé du tableau de bord. Moi, je suis absolument pas d'accord avec eux. Je trouve ce tableau de bord magnifique. 5 pouces, extrêmement lisible. Hein. Alors, par contre, attention, à l'attention de tous nos amis qui n'ont peut-être pas remarqué ça, le tableau de bord de cette machine vient peut-être d'origine avec un réglage de la luminosité épouvantable. Je me suis dit que c'était un vrai défaut de la machine, et quand je me suis arrêté, en fait, je me suis rendu compte que la luminosité était au plus bas. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que sinon, vous pouvez vraiment vous dire que le tableau de bord, il est juste dégueulasse, alors que c'est pas du tout le cas. Il est donc très beau. Vous avez la possibilité de régler différents styles d'affichage pour avoir vraiment quelque chose qui correspond à vos envies. Donc vous voyez, vous pouvez afficher un petit peu plus, un petit peu moins les jauges de tours minutes, et ça je les trouve vraiment super jolies hein, ces espèces de barres graphes qui montent, c'est vraiment super beau. Toutes les informations sont à mon sens très lisibles. La seule chose que je dirais, c'est quand vous êtes sur la version la première, quand vous faites défiler certaines choses, le texte peut être un petit peu trop petit, mais ça n'empêche pas que si jamais vous mettez le style 3 ou 4, là vous allez avoir des informations qui sont extrêmement lisibles et sur lesquelles il n'y aura pas de souci. Il faut le savoir parce que ça peut être un petit peu gênant, on va dire. Et en termes de technologie, cette moto, elle est extrêmement bien dotée, hein, c'est une des meilleures du marché. On va avoir pour commencer 5 modes de conduite, s'il vous plaît. On va avoir donc le mode Rain, le mode Road, le mode Sport, le mode Track et le mode User. Le mode Rain, Road et Sport, do you see how I speak well English, ils sont réglés de base, et après le mode Track et le mode User, vous allez vraiment pouvoir le paramétrer comme vous le souhaitez, et donc ajuster toutes les autres aides, dont notamment un ABS qui s'ajuste dans l'angle,
l'angle, un contrôle de traction. Tout ça, c'est aidé par une petite centrale inertielle qui fait excessivement bien son travail. Vous avez également un quick shifter up and down de série qui marche très très bien. Vous le verrez tout à l'heure dans la partie dynamique. C'est une excellente amélioration du précédent quick shifter qu'on avait sur les anciennes Street Triple. On a une connectivité Bluetooth, notamment pour avoir le GPS, les appels, la musique, ça commence à devenir standard. Une prise USB qui est installée de base sur la machine. La seule chose qui manque, à mon sens, c'est le régulateur de vitesse et les poignées chauffantes que vous pouvez avoir en option sur cette moto. Effectivement, pour le coup, le régulateur de vitesse, c'était pas indispensable de l'avoir de série. Il y en a qui le mettront, d'autres qui le mettront pas. Voilà. En termes de package, cette moto annonce une bombasse, un bâton de dynamite, hein, je peux pas le dire autrement. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de prendre ce truc et d'aller le conduire avec vous pour que vous voyez à quel point cette moto promet du lourd. Et on verra si elle le délivre. Bien évidemment, nous allons traditionnellement allumer le moteur. Alors, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui détestent. Je vous avoue que ce n'est pas mon son de moteur préféré, hein, cette espèce de petit sifflement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est inimitable. Il est très reconnaissable, ce sifflement aigu du 3 cylindres. Et quand on tourne la poignée gentiment, parce que la machine n'est pas très chaude, c'est de petites bruits de turbine comme ça qui indiquent un message de type je vais cogner fort. Donc on va la laisser tranquille, cette petite Street Triple, hein. Maintenant des filmages de statique de machin, on prend la moto et on va sur la route avec. Allez les amis, c'est parti pour l'essai dynamique, la Street Triple 765 RS 2023, édition soleil couchant, il est 18h et on se lance tout de suite dans les petites vallées de Chevreuse. On va commencer dès le début par le châssis, écoutez-moi ça, ça fait plaisir au niveau du son, tout de suite cette moto, niveau châssis, ça ne rigole pas. Alors vous le savez, hein, les tournants comme ça de la vallée de Chevreuse, moi j'y vais tout doucement, c'est juste histoire de vraiment sentir la maniabilité de la moto qui est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle cette maniabilité. Le châssis fait un travail de fou furieux, on sent toute la légèreté de la machine. Regardez-moi ces petites ambiances automnales là qui font bien plaisir. Avec ce petit soleil couchant, c'est vraiment stylé. Oh là 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 là, c'est incroyable d'agilité, ça se place tellement bien. Les Super Corsa SPV3 qui font un travail de fou furieux. Par contre, attention quand même, le sol n'est pas totalement sec. Et du coup, j'ai déjà eu deux petites dérives du pneu parce que il monte pas trop en température. C'est des pneus sur lesquels il faut vraiment faire attention les amis, hein, quand vous roulez, partant un petit peu humide. Il y a vraiment plutôt des profils très sportifs, donc faut faire attention. Mais oh là là, qu'est-ce que ça se manie bien cette histoire. Qu'est-ce que ça se manie bien. Vous avez peut-être l'impression des fois que les voitures sont proches de moi, mais c'est pas tant le cas, hein. C'est vraiment l'effet un peu fisheye de la GoPro qui donne ce rendu. Non, ça se manie très bien. Et ce moteur, hein, on va juste mettre les choses au clair tout de suite. Je vais me mettre en mode sport, hein, histoire d'être quand même un petit peu dans les clous. Salut à toi ami motard. Regardez-moi ça! Regardez-moi ce truc! Comment ça part! J'avais vraiment peur, hein, que ce 3 cylindres, du haut de ses 130 chevaux sur 765 cm3, soit un peu creux en bas. Que nenni! Regardez-moi ça là. Je suis à 4000 tours minute, 4500, non allez 5000 tours minute on va dire, je tourne, ça repart. Et encore une fois, hein, là je suis en mode sport, c'est pas le mode le plus énervé, il y a une réponse moteur qui est encore plus vive, plus folle, c'est la réponse track que je vais vous activer pas plus tard que tout de suite. Regardez, je viens juste ici 2 secondes, j'emprunte 2 secondes le terrain. Salut à toi, ami motard. Et donc là maintenant je suis sur le mode track, hein, c'est le plus énervé. Regardez la connexion, regardez l'instantanéité de la poignée. C'est incroyable, il est tellement bon ce moteur. Il est plein, franchement il est plein. Ils ont tellement fait le bon choix là, Triumph, de raccourcir la démultiplication de la machine pour vraiment permettre à cette moto de s'exprimer à n'importe quel régime, à n'importe quel rapport. C'est vraiment très chouette. Et ouais, et ce châssis il fait vraiment des merveilles. Oh là 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 là, ça repart comme un boulet de canon. La suspension fait un boulot fantastique.
Alors, il y a des moments où on la sent s'exprimer un peu, on la sent danser très légèrement, mais c'est juste parce que c'est pas du Hollins et que du coup, forcément, le toucher de route n'est pas parfait, mais il est au-delà de tout soupçon. Et vraiment, cette Showa BPF, Big Piston Fork, elle fait un travail remarquable et c'est incroyable. Franchement, cette moto, elle fait un taf de dingue. Le moteur, c'est tellement cool de pouvoir partager ça avec vous, de me dire mais c'est ça ma vie. C'est d'essayer des trucs aussi fous pour pouvoir les partager avec vous, mais ça faisait longtemps que j'avais pas chialé, tiens. Putain, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Elle est vraiment, vraiment chouette cette moto, hein. Niveau sensation, cette Street Triple 765 RS, elle fait des merveilles, que ce soit au niveau de la tête, du cœur et des tripes même. Elle vous prend là où il faut. Il y a même une petite sonorité qui d'origine fait très très bien le boulot. Je me sens même pas forcément l'envie d'aller installer un échappement, on va dire, dédié quoi. Non, ça suffit parfaitement comme ça. Oh là 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 là. Bon, parlons un petit peu des aspects pratiques quand même, parce qu'on vient d'arriver en ville. Donc la position de conduite de cette Street Triple, elle est un petit peu sportive, il faut le dire quand même. C'est pas vraiment le roadster parfaitement droit. On est un peu vers l'avant, ce qui permet de bien manipuler cette machine, de bien sentir et bien tout le centre de gravité, l'amener, la bouger comme on le souhaite, parce que vraiment elle est faite pour ça. Il faut taper dedans dans cette moto, il faut pas se contenter de la conduire gentiment. C'est là qu'elle révèle le meilleur d'elle-même et vraiment on le sent, cette position elle est un peu plus agressive que celle d'un roadster plus standard, même celle d'une Duke 890R, elle est un petit peu plus droite la catoche. Là c'est vraiment nerveux, c'est pas pour autant désagréable, attention, j'ai jamais eu mal ni au poignet, ni au dos, ni quoi que ce soit. Vraiment ça marche très très bien et ça reste confort, mais c'est quand même dans une filiation un peu plus j'ai le couteau entre les dents et je vais attaquer, et c'est chouette. Moi je trouve ça très très chouette, je préfère avoir ça que quelque chose de trop consensuel. J'aime bien quand il y a un peu d'identité, un peu de caractère, sans forcément verser dans la, entre guillemets, la caricature de l'hypersportivité où vraiment c'est tout à l'exagération. Niveau maniabilité, 188 kg tout plein fait, autant vous dire que c'est une plume, d'autant que Triumph a travaillé le centre de gravité de la moto d'une façon merveilleuse et vraiment on la sent absolument pas. Et il faut attendre un petit peu pour passer, sinon c'est pas drôle. Donc ça se manipule très très bien. Niveau ergonomie, j'adore, c'est comme Knorr, j'adore. Le tableau de bord, bon, il est formidable. Là je l'ai mis en mode nuit pour qu'il reste noir, avec les compteurs et les couleurs de jauge bleu. Ça lui donne un air ultra classe à mon sens. Vous avez la possibilité de le choisir entre 4 au niveau des couleurs. C'est super joli. Comme je vous avais dit, quand on change les modes, c'est pas très lisible. En fait, regardez, je vais vous montrer. Si je change ici, bon, vous avez le scotch, on voit pas, mais là où il y a écrit ABS et track là, et en fait c'est pas très lisible. Mais par contre, vous savez dans quel mode de conduite vous êtes, ça s'affiche bien. Et puis après, vous pouvez facilement manipuler sans aucun problème les informations. Donc non, ça se passe très bien. J'ai aucune envie de parler d'aspect pratique quand je suis en train de rouler sur cette moto. Mais genre vraiment quoi. S'il y a bien une chose que cette machine m'incite à faire, c'est à rouler comme un con avec. Donc méfiance quand même, ça reste un engin assez velu niveau performance, donc restons polis, restons corrects. Donc voilà, à ce niveau là tout marche bien. L'ergonomie des Komodo, elle est très bonne, elle est très simple. La seule chose que je regrette un peu, c'est les warnings, parce que il faut vraiment lâcher l'accélérateur pour aller les chercher, alors que ce bouton là qui est le bouton d'accueil aurait pu être positionné au dessus et avoir les warnings en dessous, ce qui aurait permis d'y accéder beaucoup plus facilement. Ici de ce côté là tout marche extrêmement bien. Là vous avez un petit trou, enfin une espèce de petit espace, ça c'est pour accueillir le régulateur de vitesse en temps normal. Donc en dehors de ça, ce petit joystick se manipule hyper bien. Le bouton de mode, ici le changement de type d'éclairage, vous savez, et là pour passer les appels de phare ou passer en plein phare. Tout est très bon, il n'y a rien à dire. Les rétroviseurs sont excellents.
ce sont ceux qui sont spécifiques à l'ARS en bout de guidon. Ils sont très très bons, ils sont très jolis et en plus ils ne vibrent pas, ils offrent une belle visibilité. Moi j'en suis extrêmement satisfait, c'est du sans faute, vraiment je vous le dis, hein, c'est du sans faute. La moto au niveau ergonomie elle est parfaite, la position de conduite en tant que telle sur les jambes ça va, c'est un petit peu replié mais il n'y a aucun problème. Et puis le confort de la selle comme je vous l'ai dit, hein, il y a un moment donné où si vous roulez beaucoup avec, vous allez le sentir, ça va vous faire un peu mal, mais c'est rien d'insurmontable à mon sens. Profite d'être toujours un petit peu eh bien en ville pour parler rapidement du dégagement de chaleur consommation. Alors dégagement de chaleur j'en ai pas vraiment ressenti, hein. Je sais que ce sont des motos qui peuvent un petit peu chauffer mais c'est léger, mais là il fait très très froid donc je pense quand même que en dehors de températures extrêmement élevées, vous devriez vous en sortir. Et concernant la consommation, il me sort 7 litres 45 de moyenne, mais c'est clairement pas ça, je pense, hein. Je pense juste que la machine, elle est toute neuve. Les personnes qui s'en ont servi l'ont peut-être utilisé beaucoup en ville parce que GB Motors, c'est à Bonneuil et donc du coup, il doit y avoir pas mal d'urbain à faire. Je pense vraiment pas que la machine consomme ce genre d'essence. Conduite passager, je n'ai pas pu emmener Mathilde avec moi, mais de ce que j'en ai vu, ça reste quand même assez chouette. La selle passager est magnifique, surpiquée, je la trouve très belle. Je pense pas que ça doit être insupportable, encore une fois, hein. C'est comme tous les roadsters, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, vous avez vu déjà tous mes essais. L'idée c'est de vous dire que vous pouvez emmener quelqu'un faire 15-20 bornes, aller au resto ensemble, etc. Mais vous n'allez pas faire de longues étapes, c'est pas non plus fait pour. Ou alors montrer un petit peu à quoi ressemble la machine, de quoi elle est capable, ça peut être rigolo, mais en dehors de ça, c'est pas vraiment une moto qui est faite pour rouler longtemps à deux. Et je pense que j'ai fait le tour des aspects pratiques de la machine. Tout ça pour dire que c'est un super véhicule à utiliser au quotidien qui pose pas vraiment de contraintes, il n'y a rien de vraiment dérangeant. Et on retourne un petit peu maintenant à nos affaires si ça vous fait rien, parce que ce moteur... Oh là 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 là, ce moteur. Alors, j'émettrais quand même pas un bémol, mais juste un petit conditionnement gentil. Par rapport à une 890 Duke R, ça tracte quand même moins ultra violemment en bas, ce qui peut être chouette hein, pour l'exploiter un peu mieux le moteur, mais c'est la seule chose que je lui reprocherais, parce que dès qu'on dépasse les 4500-5000, ça s'envole, et là vraiment le moteur il a une santé qui est phénoménale. Le châssis de la moto est vraiment excellent, et quand elle commence à chanter, c'est incroyable. Les suspensions sont un petit peu fermes, cela dit, hein. Vous le sentirez un peu sur les bosses. C'est justement là que se sépare une Showa BPF d'une Öhlins NX 30. C'est que la Öhlins NX 30, elle va offrir le même toucher de route, mais en plus de ça, elle va avoir un petit amortissement sur le premier tiers qui va la rendre divine à utiliser. C'est quelque chose que j'avais déjà dit hein, lorsque j'avais essayé la Tuono Factory. Cette dernière en fait elle est plus confortable qu'une Tuono standard, parce que c'est la différence entre eh bien une fourche ultra haut de gamme et une fourche de très bon acabit mais un peu moins premium au niveau de son positionnement. Chaque étape que vous faites dans une ville en urbain avec cette moto, c'est eh bien autant d'attente que vous avez de repartir à l'assaut de la machine, parce que elle ne vous donne que cette envie là constamment de sortir et d'aller enquiller avec, quand bien même la ville reste sympa hein. C'est pas le syndrome de l'hypersportivité où vous êtes en train de souffrir. Moi je suis pas en train de souffrir, là je suis très bien, la moto est agréable et confortable, mais c'est tellement une incitation à aller s'amuser et à aller rouler dynamique que quand vous êtes en ville, vous vous sentez un peu en cage quoi, j'ai envie de dire. On va se refaire une petite session hein, sur le moteur. Ah ouais, c'est très chouette, très expressif, moteur qui délivre vraiment une bande son phénoménale. Et il y a bien évidemment quelque chose dont on n'a pas encore parlé hein, dans cet essai, c'est les freins hein, bien évidemment, hein, ces étriers Brembo Stylema. Oh c'est du caviar. C'est du caviar. En fait c'est ça qui est fou avec les Stylema, d'autant plus quand ils sont doublés d'un mètre cylindre MCS, c'est la dosabilité. En fait vous savez précisément, sans même avoir votre main sur le levier, à quel endroit vous devez être pour que la machine elle fasse ce que vous voulez. Là je sais que si j'ai envie de ralentir un tout petit peu, je peux, il n'y a aucun problème. Si par contre j'ai besoin que la machine elle s'enterre, c'est limite violent quoi. Mais je le sais, je ne me fais pas déborder, je ne me fais pas surprendre par la moto. C'est ce qui pour moi a toujours différencié les M50 des Stylema. Et du coup, comme je vous le dis, a fortiori quand il y a un mètre cylindre Brembo qui accompagne, c'est vraiment la dosabilité, on fait ce qu'on veut de ces freins. Regardez ça. Oh là là. Oh, et puis la puissance de freinage, elle est phénoménale, c'est hallucinant.
Le shifter, il est super bon. Ça passe super bien, c'est hyper agréable. Que ce soit en up, hop, ou en down, ça marche très bien. La machine répond sans aucun problème. Et voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'adore cette moto, elle est incroyable. Ça faisait quelques temps qu'on roulait sur des machines un petit peu moins, on va dire exubérantes, un peu moins extravagantes au niveau des chiffres, hein. C'est des machines qui avaient des chiffres un petit peu plus modestes, et ça fait vraiment plaisir de reprendre une moto un peu délirante, un peu folle. Voilà, écoutez, je suis sous le charme. Salut à toi, ami motard. On va se retrouver pour la concurrence. Il y en a un peu, il y a des adversaires, hein, qui se poussent au portillon, mais elle a quand même ce qu'il faut pour tenir la dragée haute. Allez, on se retrouve pour la partie concurrence. C'est que c'est rigolo l'engin là quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah là, je vous avoue qu'effectivement, cette petite Street Triple 765 RS m'a surpris. Oui, ça, c'est pas faux de le dire, mais elle m'a quand même bien enthousiasmé. Alors, bon, effectivement, les tests avaient quand même l'air de pointer vers ça, mais c'est toujours différent de le vivre en réel et sur la selle. Bon, on va se garder quand même nos impressions finales pour la conclusion. J'ai beaucoup de choses à vous dire. On va parler de la concurrence, parce que, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, lorsque cette Street Triple est sortie, hein, la toute première, la concurrence dans ce milieu n'était pas si nombreuse, si féroce que ça. Mais les années ont passé et les constructeurs se sont vus pousser des dents assez longues, ma foi, et tout le monde, presque tout le monde, a envie d'y aller de son petit roadster survitaminé. Et donc on va prendre aujourd'hui 3 machines qui ne seront pas, vous vous en doutez, dans la catégorie des MT-07, Z650. Ça, ce sont des machines qui sont très chouettes, mais qui sont dans le critère des roadsters entrée de gamme. C'est des roadsters mid-size entrée de gamme qui se battent entre eux, bien sûr, et qui n'ont rien à faire sur le terrain de machines comme celle-ci. Donc on va commencer par la première, et tout est européen, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y a que de l'Europe ici. Donc on va commencer par l'Italie et on va parler de la Monster SP. Oui, depuis que Bologne a refondu l'identité de son roadster iconique, ça a fait jaser du monde, mais toujours est-il que cette nouvelle version, dans sa configuration la plus élevée, hein, la SP, apporte quand même son lot de trucs assez sympas. Alors, vu que moi je suis plutôt partisan des mauvaises nouvelles d'abord, on va parler de ce qui fâche sur la Monster SP. Elle est bien plus chère que cette machine-là, ça pour le coup il faut le dire. Elle ne fait que 111 chevaux, hein, donc dans cette catégorie de roadster un peu survitaminé, vous allez voir que c'est celle qui se traîne entre guillemets le plus. Et il manque certaines considérations, je crois notamment qu'elle n'aura pas la possibilité d'avoir un régulateur de vitesse. Oui, je sais, certains d'entre vous se posent la question de à quoi sert un régulateur de vitesse sur une machine qui est fondamentalement pensée pour s'énerver dessus. Moi je pense que qui peut le plus, peut le moins, et en l'occurrence, elle n'en est pas dotée. Après, par contre, il y a quand même beaucoup de choses sur cette machine, notamment une fourche qui est ultra premium, puisqu'il s'agit d'une Öhlins. Et c'est les pattes de ce soir qui sont mal passées. Une Öhlins Nix 30, disais-je, hein, donc parmi les fourches les plus folles qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, donc c'est au-delà de la Street Triple. On a le côté Ducati, hein, qui fait quand même plaisir, même si Triumph oppose quand même en termes de prestige une marque aussi sympa. C'est la seule qui est bridable en A2, c'est important de le savoir si vous êtes fortuné et que vous venez d'avoir votre permis, et elle intègre des silencieux Termignoni de base, donc effectivement elle va chercher dans les 15 000 €, mais à mon sens ça se justifie plutôt pas mal, hein, voilà. Ensuite, on va rester en Italie, hein. On va juste se déplacer un petit peu, on va aller à Varese pour parler de la Brutal 800 RR. Alors celle-ci c'est la plus chère du lot, hein. C'est même d'ailleurs son point le plus négatif, hein. Ça vaut une fortune, hein, au prix d'une Brutal 800 RR. Vous pouvez vous payer une Street Fighter V2, voilà. C'est la plus lourde aussi, donc ça c'est pas forcément fou. Et les équipements sont loin d'être les plus nobles. Typiquement sur cette moto, on a une fourche
Sachs, je crois, c'est indigne. Quand bien même Sachs font des fourches super bien, une moto à 17 000 balles, tu me mets du all-ins. Genre, tu discutes pas, cousin. Tu mets du all-ins et tu fais plaisir à tout le monde. Ça, voilà, ça fait un peu mal. Mais par contre, c'est la moto la plus puissante de ce plateau. Elle met 10 chevaux dans la vue de la Street Triple. 140 bourrins, c'est pas rien. Elle a une techno qui est très poussée, dont le régulateur de vitesse. Je le précise, ce n'est pas rien. Et aussi, eh bien, quelque chose d'extrêmement exotique. Une Brutale 800 RR, vous allez pas en voir tous les jours au coin de la rue. Donc, si vous voulez vous démarquer, c'est cool. Et puis, la finition est à tomber. Elle a peut-être l'échappement le plus beau de la production moto. À mon sens, c'est celui qui est le mieux travaillé. Donc, tout ça se paye. Mais est-ce que vraiment ça le vaut? Je pense que c'est des considérations qui sont purement personnelles. On va terminer avec une machine qui n'est pas forcément la plus chère ou la plus prestigieuse, mais qui est à mon sens la rivale directe de la Triumph Street Triple, qui, si l'année dernière il devait y avoir eh bien, une bataille pour la reine du roadster mid-size, elle se serait faite entre la machine de Hinckley et celle-ci, c'est bien évidemment la KTM 890 Duke R. Alors, vous le savez, j'adore cette machine, mais on va quand même mettre de côté les considérations qui peuvent un peu fâcher. La première, c'est le look. La 890 Duke R, elle a une tête un peu particulière, et je pense que la Street Triple mettra plus de monde d'accord. Il faut aimer, si on est réfractaire à un style un peu taillé à la serpe comme ça, et bien forcément la machine peut ne pas plaire, voilà. C'est également une machine qui a une finition moins soignée, peut-être même la moins soignée des 4 là dont j'ai parlé. Voilà, en termes d'équipement, à prix égal, elle aura quelques trucs en moins quand même que la Street Triple RS, notamment le Quick Shifter Up and Down qui n'est pas de série, alors que les machines valent à peu près le même prix, elle vaut d'ailleurs même un poil plus cher. Donc voilà. Après, sur les bons points, on a quand même un moteur qui est débile, parce que vraiment, ce bicylindre, il arrache comme c'est pas permis. Elle met d'ailleurs un gros coup de pression et de piston en termes de couple à la Street Triple, donc c'est une machine qui envoie dès les bas régimes. Je m'étais régalé à son guidon quand je l'avais essayé. Elle a vraiment des équipements qui sont très bons. Par contre, la fourche WP Apex, c'est un régal. Elle est en style EMA. Elle a une technologie qui est quand même extrêmement poussée. C'est une vraie rivale à la machine de Hinckley. Sur 2023, il y aurait peut-être pu avoir un petit truc en plus qui l'aurait distingué, mais toujours est-il qu'à mon sens, il doit y avoir un petit match amical, dirons-nous, pour décerner le titre de la meilleure. C'est avec celle-ci que ça se jouera. L'essai est fini. Donc ça, déjà, c'est fait. Voilà, je suis content. Je menais le truc à terme sans mourir. C'était plutôt bien. Ne m'inquiétez pas vraiment. La Street Triple 765 RS est une bombe atomique. Une machine qui a tout pour elle, vraiment. Et cette moto n'a, à mon sens, quasiment aucun défaut. Je pourrais lui reprocher éventuellement d'être un petit peu tape-cul sur sa fourche. Avec un élément un peu plus premium, ça aurait été encore mieux. Je peux lui reprocher que le warning n'est pas forcément bien placé. Franchement, c'est l'aboutissement de 10 ans quasiment de boulot de la part de Hinckley, et on arrive aujourd'hui sur une moto qui est phénoménale dans ce segment-là, bien évidemment qu'on peut aller chercher plus puissant, plus précis, mais pour beaucoup plus cher et pas dans la même catégorie. Aujourd'hui, dans le segment des roadsters mid-size premium, la Street Triple 765 RS se réapproprie la couronne, et toutefois elle l'avait déjà perdu un jour. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai été ravi de pouvoir vous amener cet essai, un petit peu après les copains, mais comme je fais les choses un peu à ma sauce, ça ne me dérange pas. Je sais que normalement ceux qui aiment la chaîne la regarderont avec plaisir, en tout cas je l'espère. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Et voilà, laissez-moi vos commentaires sur quel est votre roadster mid-size préféré. La Street Triple 765 RS, à mon avis, fera partie des grandes gagnantes parce que c'est une machine formidable. En attendant, mes amis, prenez soin de vous, kiffez vos motos. Ciao!